Le domaine de Yanis, port sur les rives froides de l'Atlantique, ne raconte pas seulement l'histoire d'une famille, mais celle d'une prédation. Le vent qui siffle entre les volets de la demeure des Kennedy ne porte pas l'odeur de iode, mais celle du pouvoir brut et de la tragédie purifiée par l'argent. On regarde souvent ces films de famille aux couleurs saturées, ces sourires éclatants de nacre, ces peaux bronzées par un été qui semblait devoir durer 1000 ans, comme si la mort osait pas s'approcher de tels spécimens de perfection. Mais ce n'était qu'un décor de théâtre. Une façade de carton-pâte érigée pour masquer odeur de la pourriture qui rongeait les fondations de l'Empire. Caroline Kennedy est pas une héritière comme les autres. Elle est le dernier vestige d'une explosion nucléaire sociale. Elle est celle qui reste quand la poussière retombe sur les décombres de Camelot, la gardienne solitaire d'un cimetière de géants. Le nom Kennedy ne se prononce pas, il se scande. C est un hymne national à l'ambition dévorante, une marque déposée de la gloire et du sang. Dans Histoire des États-Unis, aucune dynastie a jamais atteint de tels sommets de démesure avant de s'effondrer avec une violence si méthodique. Caroline est née au cœur du réacteur. Entre or, amassé dans les combines de la Prohibition, et les intrigues de haute trahison qui se tramèrent dans les couloirs du Capitole. Elle était la princesse d'un royaume bâti sur des sables mouvants, une enfant dont chaque rire était immortalisé par des photographes payés pour construire un mythe. Mais pour comprendre l'abîme dans lequel elle a dû apprendre à marcher, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse de la citadelle que son grand-père avait construite. Les Kennedy ne sont pas tombés dans l'obscurité d'une ruelle sombre. Ils ont été immolés sous les projecteurs du monde entier, devant une nation qui les a déifiés avant de savourer leur destruction pièce par pièce. Chaque balle, chaque accident, chaque scandale était un acte de ce grand spectacle de la cruauté américaine. Jacqueline Kennedy, la mère de Caroline, ne se contentait pas d'habiter la Maison Blanche. Elle l'a réinventé comme on restaure un palais impérial avant la chute. Elle a déversé des sommes qui aujourd'hui représenteraient des dizaines de millions de dollars pour effacer la banalité des administrations précédentes. Elle a fait venir de la porcelaine de Limoges, des meubles Louis XV, dont le prix d'un seul pied aurait pu nourrir une ville ouvrière de l'Ohio pendant 1 an. La Maison Blanche était plus le siège de la démocratie. C'était le musée personnel de l'excès raffiné des Kennedy. Caroline évoluait dans cette bulle des opulences indécentes, une cage dorée où le quotidien était une mise en scène. Pendant que les enfants de l'Amérique jouaient dans la poussière des banlieues ouvrières, elle montait son poney Macaroni sur la pelouse sud, entourée d'agents du secret service dont le coût de protection quotidien dépassait le salaire annuel d'un mineur. Elle avait son propre chef, ses jouets envoyés par des empereurs et des présidents, des poupées en haute couture et des bibelots en or massif. Une vie de pure fiction politique. Pourtant, sous ce vernis de perfection esthétique, le clan Kennedy dissimulait des horreurs que même leurs ennemis les plus féroces auraient osé imaginer. Obsession maladive de Joseph Patrick Kennedy pour la réussite et la pureté génétique de sa lignée, a conduit au crime le plus froid de cette dynastie. En 1941, le patriarche a décidé que sa propre fille, Rosemary, la tante de Caroline, était une menace pour la trajectoire politique de ses frères. Elle était trop instable, trop humaine, trop imparfaite pour l'image de marque du clan. Dans un acte une cruauté clinique, il a ordonné une lobotomie préfrontale. Elle n'avait que 23 ans. L'opération fut un désastre absolu. Rosemary est passée de l'état de jeune femme vibrante à celui d'une enfant de 2 ans en quelques coups de scalpel. Sans un remords, son propre père, a fait effacer des registres officiels. Elle a été enterrée vivante dans une institution privée, interdite de cité, interdite de nom, sacrifiée sur l'autel de la réputation familiale. On ne mentionnait plus Rosemary. n'existait plus. Avant de découvrir l'horreur indicible qui se cachait derrière ses sourires de façade et la suite de cette malédiction qui semble ne jamais vouloir s'éteindre, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces vérités interdites. L'image de la famille parfaite était qu'un linceul de soie posé sur un cadavre en décomposition. Joseph Kennedy avait pas seulement bâti une fortune, il avait engendré un monstre qui allait dévorer ses propres enfants les uns après les autres. La lobotomie de Rosemary était que le premier acte d'une tragédie grecque moderne, où chaque réussite éclatante devait être payée par une dose équivalente de souffrance humaine. Caroline a grandi dans ce silence étouffant, entourée de fantômes dont on ne devait jamais prononcer le nom, apprenant très tôt que chez les Kennedy,
Elle, image vaut toujours plus qu'une vie humaine. On se demande alors si les murs de la Maison Blanche ne gardent pas encore les traces de cette froideur impitoyable, dissimulée sous la soie de Limoges. Caroline a grandi dans un écosystème où l'échec n'était pas une simple déception, mais une sentence d'excommunication. Dans cette famille, ne pas être le premier signifiait cesser d'exister. C'était la règle d'acier imposée par le patriarche, une loi biologique où la faiblesse était gommée par le silence ou le scalpel. En 1960, le pouvoir politique de son père n'était pas seulement absolu, il était divin. John Fitzgerald Kennedy ne gouvernait pas une nation, il régnait sur un imaginaire planétaire. Pour lui, le salaire de président n'était qu'une curiosité administrative, de la menue monnaie qu'il jetait dédaigneusement aux œuvres de charité parce que les coffres de la famille débordaient d'un or accumulé dans l'ombre. L'excès n'était pas un luxe, c'était l'air qu'il respirait. Alors que les stars les plus scintillantes d'Hollywood devaient encore composer avec les limites de leurs conditions, les Kennedy survolaient le monde dans des jets privés quand l'aviation civile en était encore à ses balbutiements. À la Maison-Blanche, les réceptions n'étaient pas des dîners, mais des rituels de puissance. Le cristal de baccarat teintait sous les lustres, le champagne français coulait comme l'eau du Potomac, tandis que Frank Sinatra et Marilyn Monroe murmuraient des secrets dangereux à l'oreille d'un pouvoir qui se pensait invincible. Caroline était la pierre angulaire de cet édifice, l'enfant princesse dont le visage en couverture des magazines vendait l'espoir à une Amérique hypnotisée. Elle était le symbole d'un futur radieux, ignorant que le sol sous ses pieds était déjà miné par une dette de sang. Cette arrogance portait un nom ancien, l'hybris. Joseph Kennedy, le bâtisseur de cet empire, avait défié les dieux avec une devise qui allait devenir son arrêt de mort. La deuxième place est pour les perdants. En refusant la médiocrité, il avait invité la tragédie. Les Kennedy agissaient comme des divinités modernes, oubliant que dans chaque mythe, les dieux exigent un sacrifice à la hauteur de l'ambition. En 1963, alors que Camelot brillait de ses derniers feux, les fissures commençaient à lézarder le marbre. Derrière le sourire iconique de Jackie et le charme dévastateur de Jack, le chaos bouillonnait. Des connexions troubles avec la mafia de Chicago pour voler une élection, des maladies chroniques dissimulées sous des doses massives d'amphétamines et de stéroïdes, et les infidélités compulsives que Jacqueline supportait avec une dignité glaciale, comme une reine acceptant les humiliations pour préserver la couronne. Le 22 novembre 1963, l'univers de Caroline, alors âgée de 5 ans, a volé en éclats sous le soleil de plomb de Dallas. Ce jour-là, 3 détonations n'ont pas seulement tué un homme, elles ont pulvérisé une réalité. Dans la limousine décapotable qui remontait Elm Street, l'air sentait le parfum coûteux de sa mère. En une fraction de seconde, cette odeur fut remplacée par celle, métallique et écœurante, du sang chaud et de la poudre. Le tailleur rose Chanel, symbole de l'élégance suprême, devint une nappe mortuaire maculée de fragments d'os et de cervelle. Jackie Kennedy, dans un accès de fureur et de désespoir aristocratique, refusa de se changer. Elle voulait que le monde voie ce qu'ils avaient fait. Elle voulait que l'horreur soit indélébile. À 5 ans, Caroline a été forcée de comprendre une vérité que la plupart des adultes passent leur vie à fuir. Ni les millions de dollars, ni les agents armés, ni le nom le plus puissant du monde ne peuvent arrêter une balle de fusil. Lors des funérailles, alors que le petit John saluait le cercueil de son père, Caroline n'était déjà plus une enfant. Elle était la gardienne d'un héritage de douleur. Mais ce que Jacqueline ne percevait pas encore, et que Caroline mettrait des décennies à assimiler, c'est que Dallas n'était que le lever de rideau. La mort de son père n'était pas un accident de l'histoire, c'était le début d'une moisson systématique. La malédiction ne faisait que s'échauffer. Joseph Kennedy avait ouvert les vannes d'un réservoir de malheur qui allait engloutir ses fils, ses petits-fils et ses alliés. Pour Caroline, le futur n'était pas une promesse, mais un champ de mines. Elle allait voir ses oncles tomber, ses cousins succomber à des overdoses dans des hôtels miteux et des avions s'abîmer dans le silence noir de l'océan. Elle ne savait pas encore qu'elle était l'élue, celle condamnée à survivre à tous les autres pour éteindre la lumière d'un rêve devenu un cauchemar héréditaire. Son nom était son plus grand trésor, mais il allait devenir la chaîne la plus lourde jamais portée par une femme. L'enterrement au cimetière d'Arlington n'était pas seulement une cérémonie d'adieu, c'était la mise sous scellé d'une enfance. À peine âgée de 6 ans, Caroline Kennedy a cessé d'appartenir à elle-même pour devenir une propriété de l'État,
un monument vivant de la douleur américaine. Alors que les autres petites filles de son âge découvraient l'insouciance des jeux de cour d'école, Caroline déambulait dans les couloirs glacés d'une réalité où son père n'était plus un homme qui l'embrassait le soir, mais un martyr de marbre dont l'ombre s'étirait sur chaque aspect de sa vie. Elle était la gardienne d'un nom que le monde entier s'appropriait avec une voracité indécente. Mais la tragédie, loin d'être rassasiée par le sang versé à Dallas, semblait avoir développé un appétit insatiable pour la lignée des Kennedy. Jacqueline, la veuve de l'Amérique, vivait désormais dans une paranoïa qui n'avait rien d'une maladie mentale, mais tout d'une intuition de survie. Elle sentait, avec une terreur viscérale, que ses enfants étaient les prochaines cibles d'un destin qui exigeait l'extinction totale de la race. Cette soif de fuir la malédiction américaine allait pousser Caroline vers un exilio baigné dans une richesse encore plus obscène et vulgaire que celle de la Maison-Blanche. Une fortune qui ne sentait pas le papier des archives d'État, mais le pétrole, le sel des océans et la brutalité d'un homme que le monde entier percevait comme un pirate des temps modernes, Aristote Onassis. Avant de plonger dans les excès du yacht Christinao et de découvrir les secrets que Caroline a dû enfouir dans le sable de l'île de Scorpios, rappelez-vous que votre soutien est le moteur de nos investigations. Pour que ces chroniques de pouvoir et de sang continuent d'exister, rejoignez notre cercle. Votre fidélité est le seul rempart contre l'oubli de ces vérités dérangeantes. Le répit fut de courte durée. En 1968, 5 ans après le traumatisme de Dallas, le clan Kennedy tenta un mouvement désespéré pour reconquérir le trône perdu. Robert, Bobby Kennedy, l'oncle de Caroline et sa figure paternelle de substitution, décida de se jeter dans l'arène présidentielle. Bobby était l'héritier direct du charisme de son frère, mais aussi de ses ennemis les plus féroces. Pour Caroline, Uncle Bobby était l'encre qui maintenait à flot les débris du rêve de Camelot. La machine Kennedy se remit en marche avec une puissance financière terrifiante. Des millions de dollars furent injectés dans une campagne frénétique, des jets privés sillonnaient le pays et une mécanique politique implacable semblait promettre le retour de la dynastie à Washington. L'argent coulait, l'espoir renaissait, mais l'odeur du sang n'était jamais loin. En juin 1968, dans les entrailles d'un hôtel de Los Angeles, l'horreur se répéta avec une symétrie que certains qualifieraient de démoniaque. Bobby Kennedy fut exécuté à bout portant dans les cuisines de l'hôtel Ambassador, au milieu des vapeurs de graisse et des cris de panique. Caroline, 10 ans, dut assister à l'effondrement du second pilier de son existence. Ce second assassinat fut le coup de grâce pour la résilience de Jacqueline. Derrière les murs de sa résidence new-yorkaise, elle hurla sa vérité. « Ils sont en train de tuer les Kennedy et mes enfants sont les prochains. » C'est à cet instant précis qu'elle prit la décision radicale d'arracher Caroline et son frère John aux États-Unis, de les soustraire à la politique, au secret service et au regard d'une nation qui semblait se nourrir de leur agonie. C'est ici qu'entre en scène le prédateur des mers, Aristote Onassis. En 1968, le magnat grec régnait sur une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars de l'époque, ce qui représenterait aujourd'hui une puissance de feu de plus de 4 milliards de dollars. Onassis n'était pas seulement riche, il était souverain. Il possédait une flotte de superpétroliers qui déplaçaient l'énergie du monde et une île privée, Scorpios, une forteresse dorée émergeant de la mer Ionienne. Le mariage de Jacqueline avec Onassis en octobre 1968 fut vécu par Caroline comme une profanation, une trahison absolue du mythe de son père. Mais pour sa mère, ce n'était pas une histoire d'amour. C'était une police d'assurance vie achetée avec des diamants et de l'or. Elle échangeait son prestige contre la sécurité physique de ses enfants, loin de la terre américaine qui avait bu le sang de son mari et de son beau-frère. Pourtant, Caroline allait vite comprendre que sur l'île de Scorpios, le luxe n'était qu'une autre forme de prison. Les secrets qui commençaient à s'accumuler dans ce paradis fortifié étaient peut-être plus sombres que les complots de Washington. L'argent d'Onassis pouvait acheter des armées de garde, mais pouvait-il acheter le silence du destin qui continuait de rôder autour de la jeune héritière ? Caroline passa de l'élégance sobre de Georgetown à l'opulence extravagante et presque barbare de l'empire Onassis. Le yacht de son nouveau beau-père, le Christina O, n'était pas un simple bateau. C'était un monument à l'excès indécent.
Les tabourets du bar étaient recouverts de cuir de prépuce de baleine, les robinets étaient en or massif et des toiles du Greco ornèrent les parois des cabines. Caroline se retrouva piégée dans une cage dorée où le champagne coulait plus librement que l'eau et où les invités s'appelaient Winston Churchill ou Greta Garbo. Mais l'île de Scorpios n'était pas le refuge que sa mère avait espéré. À l'adolescence, Caroline devint la proie privilégiée des paparazzi, ces charognards de l'image qui la traquaient sur les plages de sable importées d'Afrique du Nord. La vie privée, ce luxe que même les milliards d'Onassis ne pouvaient acheter, lui fut arraché. Elle grandit sous l'objectif de caméras qui n'attendaient qu'une chose, la voir s'effondrer, pleurer ou trahir son sang. Cette pression constante forgea en elle une cuirasse de silence et de froideur qui allait devenir sa seule arme de survie. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui restait de l'empire politique des Kennedy sombrait dans une déchéance morale absolue. En 1969, l'incident de Chappaquiddick brisa les dernières illusions de grandeur. Edward Ted Kennedy, le dernier des fils de Joe, laissa une femme se noyer dans une voiture immergée pour tenter de sauver sa carrière politique. Un Kennedy qui s'enfuit, une secrétaire qui étouffe dans l'obscurité d'une rivière, et un nom qui perd définitivement son autorité morale. Caroline observait de loin ce naufrage. Ses cousins, la nouvelle génération, commençaient à tomber les uns après les autres dans une spirale d'autodestruction. Gavés d'héritages colossaux et de privilèges divins, ils se perdaient dans l'héroïne et les excès des nuits new-yorkaises. Contrairement à eux, Caroline se réfugia dans l'étude et les livres. C'était un acte de rébellion silencieuse, une tentative désespérée de se désolidariser de la toxicité qui dévorait son clan. La mort d'Aristote Onassis en 1975 ramena Caroline et Jacqueline à New York. Mais ce retour se fit au prix d'une guerre juridique féroce contre Christina Onassis, la fille du magnat. Jacqueline parvint à arracher près de 26 millions de dollars, une somme qui représenterait aujourd'hui plus de 130 millions de dollars de pur capital. Caroline n'était plus une enfant, elle était devenue l'héritière d'une double tragédie nationale. Dans le New York chaotique des années 70, elle marchait dans Central Park entourée d'escortes invisibles, fréquentant les écoles les plus prestigieuses de l'Upper East Side. Sa richesse lui permettait d'acheter des immeubles entiers, mais elle vivait dans un appartement transformé en bunker de haute sécurité. Elle voyait sa mère lutter pour exister au-delà de ses titres de veuve et son frère, John, le prince de l'Amérique, ployé sous le poids d'une nation qui exigeait de lui qu'il soit le prochain roi. Caroline comprit alors que le nom Kennedy était une marque commerciale à $1 milliard qui finissait toujours par dévorer ceux qui la portaient. Elle se fit une promesse presque impossible. Être la seule Kennedy à ne jamais finir en une des journaux pour un scandale ou un enterrement. Elle ignorait que le destin toujours aux aguets préparait pour la fin des années 90 le tournant le plus cruel de toute cette épopée sanglante. La décennie des années 80 s'ouvrit sur un calme trompeur, une sorte de trêve que le destin accorde parfois à ses proies avant de refermer le piège. Caroline Kennedy semblait avoir accompli l'impossible, devenir invisible. Elle s'était réfugiée dans les couloirs feutrés de Harvard, puis dans le silence monacal du Metropolitan Museum of Art, loin du tumulte des meetings politiques et de l'odeur du soufre qui collait à sa peau. En épousant Edwin Schlossberg, un homme de l'ombre, un intellectuel étranger aux intrigues de cour du clan, elle pensait avoir enfin brisé le cycle. Elle s'était construite une vie de mère de famille ordinaire, protégée par des murs de discrétion, observant de loin l'ambition dévorante de ses cousins qui continuaient de brûler leurs ailes au soleil de la gloire, mais le sang des Kennedy ne se dilue pas dans la normalité. La dette contractée par le patriarche Joseph restait impayée, et le ciel, un temps clément, s'apprêtait à virer au noir d'encre sur les côtes de Martha's Vineyard. Le mirage de la paix s'évapora un matin de mai 1994. Dans son appartement somptueux de la 5e avenue, là où le luxe servait de rempart contre la vulgarité du monde, Jacqueline Kennedy Onassis s'éteignit. Un lymphome avait fini par terrasser la femme qui avait survécu au bal de Dallas et aux colères d'Onassis. Sa mort ne fut pas seulement la disparition d'une icône planétaire, elle fut l'effondrement du bouclier ultime de Caroline. Jacqueline laissait derrière elle une fortune colossale, estimée à plus de 200 millions de dollars de l'époque, soit près de 420 millions de dollars aujourd'hui. La vente aux enchères chez Sotheby's qui suivit fut une autopsie publique de la légende.
On s'arrachait ses bijoux, ses meubles, les restes d'une vie de reine déchue pour des sommes astronomiques. Caroline héritait d'un trésor de guerre, mais elle héritait surtout d'une solitude absolue. Sans sa mère, elle se retrouvait en première ligne, seule face à la gestion d'un héritage émotionnel trop lourd pour une seule femme. La couronne de Camelot reposait désormais sur ses épaules et sur celle de son frère, John. Le destin, ce comptable impitoyable, attendait son heure pour réclamer le dernier prince. John Fitzgerald Kennedy Jr. était en 1999 l'homme le plus traqué, le plus admiré et le plus fragile de l'Amérique. Avec son magazine George, il tentait désespérément de transformer la politique en divertissement, une aventure narcissique qui engloutissait des millions de dollars chaque mois, mais qui maintenait son nom au sommet des kiosques. Tandis que Caroline cherchait l'ombre, John cherchait la lumière, ou plus précisément, le ciel. Ils étaient deux naufragés dérivant sur un radeau d'or pur. Elle incarnait la prudence glacée, lui l'imprudence flamboyante. Il voulait être le maître de son propre vol, loin de la protection étouffante des services de sécurité. En juillet 1999, la tribu se réunissait à Hyannisport pour un mariage familial. John venait de s'offrir un Piper Saratoga 2 HP, un bijou de technologie aéronautique de 300 000 $, un avion trop puissant pour un pilote encore hésitant. Il décida de prendre les commandes pour relier le New Jersey à Martha's Vineyard, emmenant avec lui sa femme Caroline Bessette et sa belle-sœur. Par une intuition que certains diront divine et d'autres simplement rationnelle, Caroline Kennedy ne monta pas dans cet avion. Elle resta à terre, attendant un signal, un appel, une confirmation que le vol s'était bien passé. Cet appel ne vint jamais. Le 16 juillet 1999, le signal du Piper Saratoga s'effaça des radars au-dessus de l'Atlantique, plongeant dans l'obscurité totale des eaux côtières. Ce qui suivit fut une agonie médiatique de 3 jours, un remake macabre des tragédies de 1963 et 1968. Caroline revivait, avec la conscience aiguë d'une adulte, le cauchemar de son enfance. Elle savait que l'océan, tout comme l'histoire des Kennedy, rend rarement ce qu'il a pris. Le poids de sa fortune de 300 millions de dollars se transforma instantanément en une chape de plomb. À quoi sert l'or quand on doit identifier le corps de son unique frère au fond d'un abîme de fer et d'eau? La chute de l'Empire atteignait son point de non-retour, laissant Caroline comme l'unique survivante d'un noyau familial pulvérisé par la fatalité. La marine des États-Unis a déployé pour cette ultime tragédie une armada technologique dont le coût a dépassé les 15 millions de dollars. Des sonars de pointe balayaient les ténèbres abyssales, tandis que des plongeurs d'élite s'enfonçaient dans le silence glacé de l'Atlantique. Le monde entier était suspendu aux écrans, guettant un miracle pour celui qu'on appelait le fils de l'Amérique, le petit garçon qui avait autrefois salué le cercueil de son père devant une nation en larmes. Mais la malédiction des Kennedy ne connaît pas la miséricorde. Elle ne traite qu'avec la mort. Le 21 juillet, les plongeurs ont enfin localisé l'épave, gisant par 35 mètres de fond. John était toujours là, sanglé dans son siège de pilote, les mains crispées sur les commandes dans un dernier spasme de volonté. Il avait lutté contre le destin jusqu'à la dernière seconde de conscience, refusant de lâcher prise alors que l'océan l'engloutissait. Le rapport officiel de la NTSB a jeté sur ce drame une lumière technique d'une froideur insoutenable. Désorientation spatiale du pilote due à la brume nocturne. Dans l'obscurité totale, privé de repères visuels, John n'a pu distinguer l'horizon de la surface de l'eau. Prisonnier d'une illusion sensorielle, il pensait redresser son appareil vers les étoiles alors qu'il l'enfonçait en spirale vers son propre tombeau. Pour Caroline, cette nouvelle fut le coup de grâce, l'instant où le dernier rempart de son intimité s'effondra. En une seule nuit, elle est passée du statut de sœur protégée à celui de seule survivante, l'unique héritière d'un champ de ruines. Elle avait enterré son père, sa mère, ses oncles, et maintenant ce frère qu'elle aimait plus que sa propre vie. Elle dut prendre la décision la plus déchirante de son existence. Disperser les cendres de John en mer, confiant le dernier prince de Camelot à l'élément même qui avait déjà dévoré la fortune d'Onassis et qui venait de briser sa lignée. Avec la disparition de son frère, Caroline Kennedy a recueilli l'intégralité de la fortune familiale, devenant l'une des femmes les plus riches et les plus seules des États-Unis. Son patrimoine net dépasse aujourd'hui les 300 millions de dollars. Elle est la propriétaire de domaines massifs à Martha's Vineyard, comme Redgate Farm, une enclave de 140 hectares valorisée à plus de 65 millions de dollars.
Elle possède des résidences de luxe à Manhattan et une collection d'archives historiques dont la valeur est inestimable. Mais cet argent est, par essence, un argent de sang. Chaque dollar sur ses comptes bancaires semble correspondre à un membre de sa famille tombé prématurément. Caroline s'est retrouvée dans une position unique et terrifiante, étant la seule personne vivante capable de raconter l'envers du décor de Kaamelott. Sa réponse fut un silence de plomb. Elle s'est retirée du monde, se murant dans l'anonymat de son mariage avec Edwin Schlossberg pour élever ses 3 enfants loin de la contagion du pouvoir. Pendant les premières années du XXIe siècle, Caroline Kennedy est devenue le fantôme le plus élégant de la haute société new-yorkaise. Elle s'est consacrée à une philanthropie discrète, injectant des millions dans l'éducation publique et travaillant dans l'ombre de la bibliothèque de son père. Elle voulait que le nom Kennedy soit associé à la culture et aux livres, et non plus aux autopsies et aux scandales. Mais l'Amérique n'était pas prête à la laisser partir. À chaque crise politique, à chaque vacance de pouvoir, son nom surgissait comme celui d'une rédemptrice. Les démocrates l'ont supplié de réclamer le siège de sénateur autrefois occupé par son oncle Robert, puis par Hillary Clinton. Caroline, cependant, connaissait le tarif d'entrée dans l'arène. Elle avait vu son père et ses oncles se faire abattre pour avoir cherché à diriger le monde, et elle avait vu son frère mourir sous la pression d'une nation qui exigeait de lui qu'il soit un dieu. Elle avait compris que pour un Kennedy, la politique n'est pas une carrière, c'est une sentence de mort. Pourtant, en 2008, Caroline a fini par rompre ce silence sacré. Un mouvement qui a stupéfié les observateurs et l'a conduite à occuper des postes diplomatiques de très haut niveau, notamment comme ambassadrice au Japon. Là-bas, elle a géré des intérêts géopolitiques se chiffrant en milliards de dollars, naviguant entre les puissances mondiales avec la froideur et l'efficacité d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Était-ce une victoire sur la malédiction ou simplement l'étape finale d'un cycle inévitable qui l'obligeait à servir la nation qui avait broyé les siens? Aujourd'hui, à plus de 60 ans, elle observe depuis son promontoire de silence l'autodestruction de ses cousins, les derniers débris d'un empire qui refuse de mourir mais qui ne sait plus comment vivre. Elle reste l'unique figure d'intégrité, la dernière flamme de Kaamelott qui brûle encore dans la nuit. Le domaine de Hyannisport demeure là, immuable, témoin silencieux de cette épopée de gloire et de cendres. Les murs de la demeure familiale, qui ont entendu les rires des présidents et les sanglots des veuves, gardent le secret de cette force qui a permis à une petite fille de 5 ans de devenir la gardienne d'un empire déchu. Caroline Kennedy n'a pas seulement survécu à une tragédie, elle a survécu à un mythe. Et alors que les vagues de l'Atlantique continuent de battre les côtes de la Nouvelle-Angleterre, elle semble murmurer que le prix du pouvoir absolu est une solitude que tout l'or du monde ne pourra jamais combler. Le silence de Caroline est son ultime triomphe sur l'histoire. Pendant près d'une décennie après l'abîme de 1999, Caroline Kennedy a vécu comme une ombre dorée et silencieuse au cœur battant de Manhattan. Alors que la presse internationale se demandait si le nom Kennedy allait enfin s'effacer pour devenir une simple note de bas de page dans les manuels d'histoire, elle exécutait dans l'ombre une manœuvre de préservation chirurgicale que personne n'avait vu venir. En 2008, Caroline a décidé de briser les scellés de son bunker de vie privée pour une seule raison, Barack Obama. En lui apportant son soutien public, elle ne s'est pas contentée de bénir un candidat. Elle a transféré le capital politique sacré de son père, une monnaie occulte qui ne s'imprime dans aucune banque centrale mais qui vaut plus que tout l'or de Fort Knox à une nouvelle génération. Ce mouvement l'a arrachée aux ténèbres pour la replacer au centre de l'échiquier mondial, non plus comme la fille orpheline du pays, mais comme une véritable femme d'État. Cependant, ce retour vers la lumière du pouvoir s'est opéré alors que le reste de sa famille, ce vaste réseau de cousins et de parents partageant son sang mais pas sa discipline de fer, sombrait dans une spirale de scandales, de drogue et de mort. C'était comme si la malédiction, insatiable, tentait d'achever le travail commencé à Dallas, émondant les branches de l'arbre généalogique les unes après les autres. Avant de découvrir comment Caroline a dirigé les intérêts géopolitiques de la première puissance mondiale au Japon et le contraste humiliant avec les dérives de son cousin Robert F. Kennedy Jr., rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces chroniques où la gloire se paye toujours en sang. Peut-on sauver un nom quand la moitié de ceux qui le portent semblent résolus à le traîner dans la boue? La réponse de Caroline Kennedy fut l'exil diplomatique de haut vol. En 2013, elle fut nommée ambassadrice des États-Unis au Japon.
Ce n'était pas un titre honorifique pour une héritière oisive. Caroline est passée à la gestion directe de la relation avec la troisième économie mondiale, supervisant des traités commerciaux se chiffrant en dizaines de milliards de dollars et la présence stratégique de plus de 50 000 soldats américains sur le sol nippon. Son arrivée à Tokyo fut un événement impérial. Des milliers de Japonais se sont massés dans les rues, non pour voir une diplomate, mais pour entrevoir l'incarnation vivante de la mystique américaine traverser la ville en carrosse pour présenter ses lettres de créance à l'empereur Akihito. Au Japon, Caroline n'était pas une fonctionnaire, elle était une souveraine sans couronne. Elle a géré les crises de sécurité nationale et les tensions militaires avec une efficacité glaciale, une rigueur qui rappelait la discipline martiale de son grand-père Joe. Pendant qu'elle occupait ce trône diplomatique, son patrimoine personnel continuait de gonfler, nourri par des investissements immobiliers stratégiques et un fonds fiduciaire familial qui, selon les documents publics, lui générait entre 12 et 30 millions de dollars de revenus annuels en simples dividendes. Mais alors qu'elle foulait les marbres du pouvoir à Tokyo, le reste du clan Kennedy aux États-Unis mettait en scène un naufrage moral sans précédent. La comparaison est d'une brutalité sans nom. Tandis que Caroline maintenait la dignité du nom Kennedy dans les hautes sphères de la diplomatie, son cousin Robert F. Kennedy Jr. devenait une figure de controverse mondiale. Il traînait le nom de l'oncle de Caroline dans la fange des théories du complot, un parcours marqué par un passé d'addiction à l'héroïne qui avait failli lui coûter la vie dans les années 80. D'autres cousins n'ont pas eu cette chance. La quatrième génération, les enfants des oncles de Caroline, ont commencé à tomber comme des dominos devant la même obscurité psychologique qui avait dévasté leurs parents. En 2012, Mary Richardson Kennedy, l'épouse de Robert Jr., s'est pendue dans sa grange après des années de lutte contre la dépression et le poids asphyxiant d'être une Kennedy par alliance. Caroline a dû observer depuis le Japon cette nouvelle tragédie s'ajouter à la liste noire du clan. Un rappel sanglant que pénétrer dans le cercle de cette famille était, pour beaucoup, une sentence de mort psychologique. L'argent des Kennedy peut acheter des îles, des gratte-ciels et des armées, mais il semble incapable d'acheter la paix de l'esprit. La question demeure alors que le crépuscule descend sur cette dynastie. Caroline est-elle parvenue à racheter le péché originel de son grand-père par son silence et son service, ou n'est-elle que le témoin final, lucide et impuissante, d'un naufrage qui refuse de s'achever ? Le destin semble avoir gardé le meilleur pour la fin, car dans l'ombre de la fortune de Caroline se cache la vérité sur ce qu'il adviendra du nom Kennedy lorsqu'elle ne sera plus là pour le protéger. La fortune globale du clan Kennedy, cette montagne d'or estimée à plus d'1,2 milliard de dollars, n'a jamais été un simple compte en banque. C'est un instrument d'autodestruction massive, un poison lent injecté dans les veines de chaque héritier dès son premier cri. Pour beaucoup, ces fonds fiduciaires alimentés par des décennies de spéculation et de combines politiques n'ont servi qu'à financer une descente aux enfers dans les palaces de Palm Beach ou les cliniques de désintoxication de Malibu. On voit ces jeunes héritiers, le teint pâle et le regard vide, dépenser des millions pour oublier qu'ils portent un nom trop lourd pour leurs frêles épaules. Le contraste avec Caroline est d'une violence absolue. Là où ses cousins achètent du silence ou de la poudre, elle transforme ses 300 millions de dollars en remparts. Elle finance des bibliothèques comme on érige des forteresses et dirige des missions diplomatiques comme on mène une guerre sainte. Elle est devenue la Kennedy respectable, celle que l'élite s'arrache, mais ce respect est sa prison la plus parfaite. Dans les réunions de famille à Hyannisport, elle n'est plus une sœur ou une cousine, elle est une reine-mère distante, observant avec une tristesse glaciale l'empire de son père se liquéfier entre les mains de parents médiocres et dévastés. En 2019, la faucheuse a frappé une nouvelle fois, là où tout a commencé. Saoirse Kennedy Hill, la petite nièce de Caroline, a succombé à une overdose accidentelle à l'âge de 22 ans, dans cette même propriété de Hyannisport où Caroline courait enfant. Le corps sans vie d'une jeune fille de 22 ans sur le sol de la légende. C'était l'écho terrifiant de la mort de David Kennedy en 1984. Pour Caroline, ce fut la preuve irréfutable que le sang des Kennedy est infecté par une mélancolie biologique, une soif de risque que tout l'or de la réserve fédérale ne pourrait étancher. Elle a enterré plus de proches que n'importe quelle autre figure de notre siècle, développant une résilience que ses détracteurs qualifient de robotique. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est une technique de survie. Elle refuse de couler. Elle regarde l'abîme et elle tourne le dos.
Aujourd'hui, Caroline Kennedy Schlossberg ne se contente pas de gérer des œuvres de charité. Depuis 2022, elle occupe le poste d'ambassadrice en Australie, une fonction qui la place au centre d'un balai de fer et d'atomes. Elle supervise l'alliance AUKUS, un accord de sous-marins nucléaires et de technologie de défense évalué à 368 milliards de dollars. 368 milliards. C'est une puissance de feu qui dépasse tout ce que son père a pu manipuler durant la guerre froide. Caroline est devenue, par la force des choses et la mort des autres, le Kennedy le plus puissant de l'histoire, surpassant la longévité politique de son propre géniteur. Mais cette ascension s'accompagne d'une solitude sépulcrale. Ses enfants, Jack, Rose et Tatiana, ont été élevés dans une discipline de silence quasi religieuse. Elle les a tenus à l'écart de la politique électorale, cette drogue qui a tué leurs ancêtres, tentant de faire d'eux les premiers Kennedy en 3 générations qui ne finiront pas comme des parias ou des martyrs. Elle est désormais l'unique dépositaire des secrets les plus sombres de la dynastie. Elle possède les journaux intimes de sa mère, les lettres cryptées de son père, et la vérité brute sur ce qui se tramait dans les alcôves de la Maison Blanche et sur les ponts du Christina Hall. Sa fortune lui permet d'évoluer dans une sphère d'influence où le commun des mortels n'a pas accès, mais chaque pas qu'elle fait est escorté par les fantômes de Dallas et de Martha's Vineyard. On raconte qu'elle ne monte plus jamais dans un petit avion et que sa sécurité personnelle, même en dehors de ses fonctions officielles, est celle d'un chef d'État en temps de guerre. La peur est l'ombre de son immense fortune. Alors que le soir descend sur sa carrière, une question demeure obsédante. Lorsque Caroline s'éteindra, est-ce que Camelot mourra avec elle? Elle prépare la distribution de son héritage avec la précision d'un horloger, veillant à ce que l'argent ne devienne pas, une fois de plus, l'instrument du désastre. Elle a passé 60 ans à attendre le prochain coup de la parque, 60 ans à transformer une tragédie grecque en une leçon de diplomatie internationale. Elle est la dernière debout, le témoin final d'un naufrage qui a duré un demi-siècle. Caroline Kennedy Schlossberg n'est pas seulement une héritière. Elle est le point final d'une phrase commencée dans le sang et terminée dans le silence d'un bureau feutré à Canberra. Elle a survécu au mythe, mais le prix de cette survie est d'être la seule à savoir vraiment ce que coûtait le sourire de son père. Le domaine de Yannis Sport peut bien continuer à braver les vents de l'Atlantique, il ne sera bientôt plus qu'un musée vide. Le véritable empire, celui des secrets et des larmes dissimulées, s'éteindra avec la dernière femme de la lignée. Caroline Kennedy n'est plus une femme, elle est devenue un coffre-fort de chair et de sang. Elle est l'archive vivante, l'unique réceptacle du nerf qui a défini l'âme convulsive des États-Unis. Elle trône aujourd'hui au sommet d'une pyramide d'or que les analystes du Wall Street Journal et les spécialistes des fortunes dynastiques n'osent plus chiffrer qu'avec une prudence de courtisan, mais les estimations les plus froides dépassent de loin les 300 millions de dollars. Ce capital ne circule pas pour le plaisir, il croît chaque année, irrigué par un réseau tentaculaire de trusts familiaux et de propriétés foncières qui ne sont plus de simples terrains, mais des sanctuaires historiques intouchables. Pour Caroline, cet argent n'a jamais été une promesse de joie ou une invitation à la fête. C'est un instrument de bunkérisation. C'est le prix de son isolement et le coût de sa protection contre un monde qui n'a jamais cessé de vouloir lui arracher un morceau de sa peau. À plus de 65 ans, après avoir enterré chaque convive qui partageait la table de la Maison Blanche avec elle, Caroline a endossé le rôle le plus brutal de sa vie. Elle est l'architecte et la gardienne féroce de la mémoire des Kennedy. C'est sa main qui décide quelle correspondance de son père peut être exhumée, quel tailleur ou quelle robe de sa mère peut être exposée sous les projecteurs d'un musée et quels secrets doivent rester croupir dans l'obscurité des chambres fortes de la bibliothèque JFK à Boston. Elle a verrouillé les portes. Elle attend que le temps fasse son œuvre, que le dernier homme capable de se souvenir du bruit des balles à Dallas soit couché sous terre pour que la légende remplace définitivement la vérité. Elle est la dernière personne sur cette planète à savoir ce que l'on ressent quand on est aimé par un président qui a changé la trajectoire du monde, pour être ensuite broyé par la nation même qu'il dirigeait. En 1996, Caroline a opéré un mouvement que beaucoup ont interprété comme une nécessité vitale de purger la demeure familiale de ses fantômes les plus encombrants. Ce fut la légendaire vente aux enchères des biens de Jacqueline Kennedy Onassis chez Sotheby's. Elle a jeté en pâture au public 5 914 lots, des fragments d'une vie de reine. Ce fut un carnage de voyeurisme et d'argent. On a vendu les briquets en or de son père, les colliers de perles dont le monde entier ignorait qu'ils étaient faux, et même le bureau sur lequel les traités nucléaires les plus cruciaux de l'histoire avaient été paraphés.
Caroline a observé avec un détachement chirurgical des inconnus payer des fortunes indécentes pour des morceaux de son enfance. La vente a généré 34 millions de dollars de l'époque, soit plus de 65 millions aujourd'hui. L'iconique bague de fiançailles, offerte par Onassis, ce monstre d'émeraude et de diamants, a été adjugée pour 2 600 000 dollars. Ce n'était pas de l'art, c'était la liquidation d'un traumatisme transformé en capital de survie. L'empire financier de Caroline s'est encore consolidé en 2020 lorsqu'elle s'est séparée de Redgate Farm, son domaine de Martha's Vineyard, pour la somme de 65 millions de dollars. Elle a transformé l'héritage du sang en une solvabilité gélide, éternelle, qui la place dans une sphère où elle n'a plus besoin de l'approbation de personne. Mais son véritable coup de maître, son succès le plus retentissant, ne se compte pas en dollars. Il réside dans la survie de ses 3 enfants, Rose, Tatiana et Jack Schlossberg. Caroline a pratiqué sur eux une forme de chirurgie psychologique radicale pour extirper le gène de l'autodestruction propre aux Kennedy. Elle leur a imposé une discipline de l'ombre, un anonymat presque monacal, leur interdisant d'utiliser leur nom pour obtenir des privilèges faciles. Rose, l'aînée, s'est perdue volontairement dans le cinéma indépendant loin des tapis rouges. Tatiana est devenue une voix respectée du journalisme d'investigation traquant les vérités climatiques pour le New York Times. Quant à Jack, le seul petit-fils mâle de JFK, il a traversé Harvard et Yale avec un sarcasme et une intelligence qui rappellent la morgue aristocratique de son grand-père plutôt que l'impulsivité tragique de son oncle John. Caroline a réussi l'impossible. Elle a engendré des Kennedy qui ne consomment pas de drogue, qui ne s'écrasent pas en avion et qui ne s'effondrent pas dans des chambres d'hôtel. Elle a lavé le sang de la famille par le silence et l'excellence, brisant le cycle du martyre que Joseph Kennedy avait initié un siècle plus tôt. Pourtant, cet ordre interne presque parfait jure violemment avec le chaos qui continue de dévorer le reste du clan. Caroline reste la matriarche finale, la seule propriétaire des secrets les plus profonds de la dynastie. Elle avance, surveillée par les spectres de Dallas et de Martha's Vineyard, consciente que chaque pas vers le pouvoir est une invitation à la faucheuse. Le Camelot s'éteindra-t-il avec elle ou a-t-elle simplement réussi à construire une prison assez luxueuse pour que ses enfants y soient en sécurité ? Le silence de Caroline n'est pas une absence de mots. C'est le cri d'une survivante qui sait que, dans l'histoire des Kennedy, la paix n'est qu'un entracte avant le dernier acte. Le témoin silencieux de cette épopée reste la mer, cette étendue grise qui a pris son père, son oncle et son frère. Caroline la regarde désormais depuis les rivages australiens, protégée par des protocoles de sécurité de chef d'État, sachant que l'argent peut construire des murs, mais qu'il ne pourra jamais racheter le silence des morts. Le conflit public et gélide qui oppose Caroline à son cousin Robert F. Kennedy Jr. constitue la représentation finale et irrémédiable de la division de l'Empire. Ce n'est pas une simple dispute de famille, c'est une guerre de tranchées pour l'âme d'une dynastie. Alors que RFK Jr. utilise son patronyme comme un levier pour alimenter des rhétoriques de conspiration et des fractures politiques que Caroline considère comme une trahison abjecte envers l'héritage intellectuel de son père, elle a répondu avec la seule arme qu'une véritable Kennedy de la branche royale daigne manipuler, le mépris institutionnel. Elle incarne la légitimité, celle qui maintient les liens sacrés avec la Maison-Blanche et les chancelleries mondiales. Tandis que le reste du clan se désintègre dans une lutte pathétique pour la pertinence sur les réseaux sociaux, Caroline a tracé une ligne rouge. Pour elle, être une Kennedy est une responsabilité diplomatique et historique, pas un spectacle de cirque pour les masses. Cette fracture a créé une hémorragie de prestige que rien ne pourra colmater. Lorsque Caroline ne sera plus là, la marque Kennedy se scindera définitivement entre le mythe historique purifié qu'elle garde avec une férocité de Vestale et la parodie médiatique que représentent ses parents les plus bruyants. À son âge, Caroline Kennedy Schlossberg observe le monde depuis ses résidences de haute sécurité avec le regard d'une femme qui a vu la fin des temps se produire plusieurs fois sous ses yeux. Sa vie est un paradoxe étouffant d'opulence et de paranoïa légitime. On murmure que ses mesures de protection personnelle, que ce soit dans son bunker de Manhattan ou lors de ses missions diplomatiques, sont comparables à celles d'un monarque européen régnant. Elle ne se déplace jamais sans une garde prétorienne privée, et son cercle d'intimes est devenu si étroit qu'il est désormais impénétrable pour une presse qu'elle juge responsable de ses pires cauchemars. Caroline vit dans une capsule temporelle de Camelot.
entourée d'objets qui appartenaient autrefois aux hommes les plus puissants de la planète, mais qui, pour elle, ne sont que les reliques d'un monde qui lui a été arraché dans le sang. Sa richesse colossale lui permet d'influencer la politique globale depuis les ombres les plus profondes, finançant des campagnes et des mouvements qui protègent la vision libérale de son père. Elle s'assure ainsi que, même si aucun Kennedy n'occupe le bureau ovale, l'ombre du clan continue de se projeter sur chaque décision majeure prise à Washington. Mais la question qui obsède les historiens reste celle des archives secrètes. On raconte qu'elle détient des journaux personnels de sa mère contenant la vérité crue sur les jours ayant suivi l'attentat de Dallas et la nature réelle des relations de Jackie avec les ennemis jurés de son mari. Seront-ils brûlés? Seront-ils légués avec une clause de secret de 100 ans? Caroline sait que l'information est l'actif ultime de sa dynastie. Dans un monde de transparence absolue, elle est la dernière reine du secret. Elle a passé sa vie entière à fuir les flashs des paparazzi pour finir par devenir celle qui contrôle la narration de tout un pays. Le mythe de Camelot est en grande partie une création de Caroline, une version stylisée, propre et quasi divine d'une histoire qui fut en réalité saturée d'addiction, de trahison et de zones d'ombre qu'elle a décidé d'effacer du registre officiel. Au final, Caroline Kennedy est le monument ultime à l'ambition dévorante de Joseph Kennedy. Le patriarche voulait que ses fils gouvernent le monde. 3 d'entre eux sont morts en essayant. Mais Caroline, la petite fille qu'il a vue naître durant les jours de gloire, a fini par gouverner à sa manière par la diplomatie, l'argent et surtout par la survie. Elle a vaincu la malédiction en refusant simplement de jouer son jeu d'exposition et de risque. Là où ses ancêtres cherchèrent la lumière aveuglante des projecteurs pour y trouver l'obscurité de la tombe, Caroline a cherché l'ombre et y a trouvé la permanence. C'est un succès total, mais un succès teinté d'une mélancolie qu'aucun chèque de 300 millions de dollars ne pourra jamais compenser. Elle est la femme qui possède tout, excepté les personnes avec qui elle aurait voulu partager cet empire. Lorsque Caroline Kennedy fermera les yeux pour la dernière fois, le XXe siècle américain prendra officiellement fin. Avec elle disparaîtra la dernière connexion directe avec l'homme qui a promis la lune et la femme qui a appris au monde comment souffrir avec une élégance glacée. Ses enfants hériteront d'une fortune qui les rendra immensément puissants, mais Caroline emportera avec elle l'essence véritable de la tragédie. Elle a été le témoin du naufrage, celle qui est restée sur le rivage à compter les corps et à reconstruire le navire avec des morceaux de bois brisés et de l'or fondu. Elle a accompli sa mission. Elle a sauvé le nom, protégé sa progéniture et gardé le secret. Mais le prix de cette victoire est une vie vécue dans la veillée funèbre perpétuelle d'une dynastie qui était bien trop brillante pour ce monde médiocre. C'est ici que s'achève l'histoire à la fois terrible et majestueuse de la demeure des Kennedy. Un lieu qui n'est plus depuis longtemps une simple adresse physique, mais un état mental fait de puissance absolue, de richesse indécente et d'une douleur infinie. Camelot n'existe plus sur les cartes géographiques. Ce royaume de papier et de sang n'existe plus que dans le regard de Caroline Kennedy, l'ultime princesse d'une nation qui n'a jamais voulu cesser d'être la sujette de sa propre tragédie. Caroline ne vit pas dans une maison. Elle habite un mausolée de souvenirs où chaque meuble, chaque tableau est un témoin muet d'une exécution ou d'une chute. Elle est la gardienne d'un temple dont elle est aussi la seule fidèle encore debout. Si ce récit de la dernière survivante du clan Kennedy vous a forcé à réfléchir sur la fragilité vertigineuse du succès et le poids écrasant de l'héritage, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de nos prochaines autopsies de la gloire. Votre fidélité est le seul hommage que l'histoire puisse encore rendre à ses destins brisés. La question finale est inévitable et elle brûle les lèvres de tous ceux qui observent ce naufrage millonario. Caroline Kennedy a-t-elle été la plus chanceuse de sa famille en survivant à toutes les tempêtes? Ou est-elle la plus malheureuse pour avoir été condamnée à se souvenir de tout ce que les autres ont perdu? Elle porte en elle les images que personne d'autre ne possède. Le visage de son père avant Dallas, l'odeur du yacht d'Onassis, le dernier regard de son frère. Est-il seulement possible que ses enfants, Rose, Tatiana et Jack, parviennent enfin à mener des vies normales ou le nom de Kennedy exigera-t-il tôt ou tard une nouvelle victime pour alimenter sa légende? Votre opinion est la pièce finale de ce puzzle historique que nous tentons d'assembler. Pour comprendre l'état actuel de la forteresse Caroline, il faut revenir sur l'instant où elle a décidé de liquider le passé pour acheter son avenir. En 1996, lors de la vente aux enchères des biens de sa mère chez Sotheby's,
Elle n'a pas seulement vendu des objets, elle a vendu les preuves de son malheur, voir des étrangers se disputer les briquets en or de JFK ou les colliers de perles de Jackie pour des millions de dollars était une forme de catharsis brutale. Elle a transformé ses fantômes en un capital de survie qui s'élève aujourd'hui à plus de 300 millions de dollars. Cet argent n'est pas fait pour être dépensé, il est fait pour maintenir la distance. C'est un mur de billets qui la sépare d'une nation qui a toujours eu soif du sang de son clan. Le plus grand succès de Caroline n'est pas diplomatique, il est biologique. Elle a pratiqué une forme de lobotomie sociale sur sa propre descendance pour les protéger du venin familial. Ses enfants ne sont pas des Kennedy de couverture de magazine. Ils sont les premiers à ne pas chercher la lumière des projecteurs, préférant le silence des bibliothèques à l'ivresse des meetings politiques. Caroline a réussi à créer des héritiers qui ne s'écrasent pas en mer et qui ne meurent pas d'overdose dans des motels. Elle a sauvé le nom en acceptant de le rendre ennuyeux, en le vidant de son danger pour en faire une institution respectable. Mais ce calme a un prix. Elle reste la seule à porter le poids du secret original. Caroline Kennedy est le monument final de l'ambition dévorante de son grand-père. Joseph Kennedy voulait que ses fils gouvernent le monde, et ils sont tous morts pour avoir essayé. Caroline, la petite fille qu'il a vue naître dans les jours de gloire, a fini par gouverner à sa façon, par la diplomatie, l'argent et surtout par la survie. Elle a vaincu la malédiction en refusant de jouer son jeu d'exposition, là où ses ancêtres cherchèrent la lumière et ne trouvaient que l'obscurité de la tombe. Elle a cherché l'ombre et elle y a trouvé la permanence. Elle est le succès final du clan, mais c'est un succès teinté d'une mélancolie qu'aucun compte en banque ne peut compenser. Elle est la femme qui possède tout, mais qui n'a plus personne avec qui partager la vérité. Lorsque Caroline fermera les yeux pour la dernière fois, le XXe siècle américain s'éteindra officiellement. Avec elle partira la dernière connexion directe avec l'homme qui a promis la Lune et la femme qui a appris au monde comment souffrir avec une élégance glacée. Elle a accompli sa mission, elle a sauvé le nom, protégé ses enfants et maintenu le secret. Mais le coût de cette victoire a été une vie vécue dans la veillée funèbre perpétuelle d'une dynastie qui était bien trop brillante pour ce monde. Elle reste l'unique survivante du naufrage. Celle qui est restée sur la rive, comptant les corps et reconstruisant le navire avec des morceaux de bois asticotés et de l'or